Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence. Donc, bienvenue à ce forum consacré aux communes nouvelles, avec pour titre Communes nouvelles, un élan nouveau pour les territoires. Donc, ce forum va s'organiser autour de 2 séquences. Je vais donner la parole au coprésident du groupe de travail, du groupe de travail de l'AMF avant de vous le détailler. C'est vrai qu'on est en début de mandat, donc il peut y avoir un certain nombre de questions qui se posent parce qu'il y a eu un peu une pause sur la création de communes nouvelles. Aujourd'hui, il y en a 778 pour plus de 2500 communes regroupées. Donc c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur au fil des années. Mais c'est vrai que le phénomène est très ralenti depuis 2-3 ans, ce qui s'explique, période municipale et pré-municipale, la crise sanitaire. Donc là, on est en début de mandat. On voit qu'un certain nombre de projets ou d'interrogations d'élus existent pour se lancer. Donc effectivement, le but de ce forum, c'est de vous aider, parce que peut-être que dans la salle, il y a un certain nombre de personnes qui ont des projets. Donc c'est vraiment, on va avoir un certain nombre de retours d'expérience, mais le but, évidemment, est de vous donner au maximum la parole pour répondre à vos questions. Alors, je vous le redirai à la fin, mais je vais vous le dire aussi tout de suite. J'ai vu que certaines personnes l'avaient déjà pris. Il y a un guide très bien fait, je le confirme. C'est un guide pratique sur les communes nouvelles qui vient de sortir. Il a vraiment quelques semaines, qui a été réalisé par l'AMF avec Territoire Conseil. Donc, Territoire Conseil, c'est la banque des territoires. Et avec vraiment des éléments de méthodologie et aussi des retours d'expérience. Donc, ce n'est pas juste pratique, mais il y a aussi de la chair, si je puis dire, avec un certain nombre d'élus dont certains sont présents ici, qui vous expliquent comment ça s'est passé chez eux. Donc, je donne tout de suite la parole donc, à Philippe Chalopin, qui est donc coprésident du groupe de travail sur les communes nouvelles de l'AMF, et Jean-Marc Vasse, qui est maire référent au niveau de l'AMF sur l'accompagnement des communes nouvelles. Des fonctions différentes, mais vous êtes les deux apôtres de la commune nouvelle, si je puis dire. Donc je vous donne tout de suite la parole, et après je vous explique les 2 temps qu'on aura. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc avec Jean-Marc, à qui je donnerai la parole dans la foulée. En fait, l'idée de cette rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de répondre aux questions que vous avez, que vous posez, soit parce que vous êtes en commune nouvelle et que vous avez des interrogations, et c'est normal qu'on s'interroge, soit parce que vous souhaitez envisager un regroupement de communes. J'insiste beaucoup, je parle de regroupement, moi je ne parle pas de fusion. Ce n'est pas la loi Marcellin, c'est un regroupement, c'est-à-dire qu'on additionne. On n'efface pas, on additionne. C'est un élément qui est essentiel. Parce que si on absorbe, si on fusionne, si on fait disparaître, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus d'entité, et ce n'est pas le but de la commune nouvelle. Donc on est là principalement pour répondre à vos questions. Vous verrez qu'il y a des exemples concrets. Donc je remercie tous les participants qui sont des maires de communes nouvelles, bien évidemment, qui ont déjà une expérience plus ou moins importante, des expériences récentes, des expériences plus importantes. Bon, Baugé en Anjou, dont je suis le maire, une expérience depuis 2012. Donc on a affronté et des scrutins qui se sont toujours très très bien passés, parce que souvent on nous dit les habitants ils ont peur. Les habitants ils n'ont pas peur. Les habitants ils veulent qu'on leur apporte des solutions. Et quand vous apportez des solutions, il n'y a pas de difficulté sur l'issue du scrutin. Donc voilà, donc on va échanger, puis on aura l'occasion d'intervenir les uns et les autres. Mais n'hésitez surtout pas, il faut que cette rencontre soit très interactive, parce qu'en fait, quand on se lance effectivement dans cette démarche, on peut avoir beaucoup de questions. Il ne faut pas avoir de crainte, mais il faut avoir des questions.
C'est ça qui est important. Voilà, je donne la parole à Jean-Marc. Merci, bonjour à tous. Jean-Marc Vasse, maire de Terre de Caux, en Normandie, commune nouvelle de 4200 habitants à partir de 7 communes constitutives depuis le 1er janvier 2017. Je voudrais excuser Paul Carrère, qui est l'autre coprésident du groupe de travail qui a été retenu par les obligations professionnelles. Saluer toute l'équipe de l'AMF, notamment Marie-Cécile Georges, la directrice du service, saluer Julie Roussel et Alexandre Huot, qui sont les deux chevilles ouvrières de notre sujet. Merci aussi Banque des Territoires et donc le Territoire Conseil avec Catherine Denoux, sans lesquels, bien évidemment, tout ce que nous on essaie de faire, on ne le ferait pas aussi bien, c'est certain. Vous dire que, effectivement, au comité directeur, j'étais chargé de l'évolution des communes nouvelles, c'est-à-dire de faire état de l'ensemble des difficultés qu'on rencontre pour essayer de faire modifier ou la loi ou le règlement en la matière, ou parfois la pratique, souvent la pratique d'ailleurs, sur le terrain. Donc toutes les remontées sont tout à fait essentielles et c'est la raison pour laquelle on a essayé, et on remercie l'AMF bien évidemment, on a plaidé pour que nous puissions tenir notre traditionnel forum sur les communes nouvelles. Voilà, donc on espère passer une bonne séance tous ensemble. Merci à vous deux. Alors, on s'autorise à enlever le masque quand on parle, après on le remet. C'est vrai que c'est pas très simple, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une salle très grande, donc c'est vrai que c'est un peu utile. Alors, comme je vous disais, organisation de ce forum autour de 2 séquences. Donc, on va revenir un peu dans la première séquence, un peu sur les fondamentaux, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la commune nouvelle, une opportunité pour porter de nouveaux projets. Donc, de voir un peu tous ces atouts, ces avantages, et de voir, vous le verrez, même si les histoires sont différentes, mais à chaque fois, on voit que c'est une solution par rapport à un certain nombre de difficultés, voire même, le terme est un peu faible, qu'ont pu avoir un certain nombre de territoires. On abordera aussi la question de la commune nouvelle par rapport à l'intercommunalité. C'est vrai qu'on y pensait peut-être moins il y a quelques années, mais on voit qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être le seul argument, mais que c'est un moyen aussi de peser plus dans l'intercommunalité, de créer une commune nouvelle, même s'il y a moins d'élus, mais bon, effectivement, la commune, la collectivité est plus importante. Donc ça, c'est la première séquence. Donc, comme vous disiez, Philippe Chalopin, l'idée, c'est... on ne va pas être dans quelque chose de trop institutionnel, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Après les témoignages des uns et des autres, le but, on ne va pas attendre à la fin pour que vous puissiez poser vos questions. Si vous avez des réactions par rapport à ce que vous entendez ou une question même très pratico-pratique, vraiment n'hésitez pas. Hein. C'est vraiment le but du jeu pour ce forum. Et deuxième temps, vraiment un focus sur la crise sanitaire. Parce qu'évidemment, quand les communes nouvelles ont été créées, on ne pensait pas vraiment à la crise sanitaire, et j'ai envie de dire heureusement. Mais c'est une période et c'est une crise qui a montré aussi l'utilité de la commune nouvelle. On aura quelques expériences et de voir, je pense évidemment au centre de vaccination, mais pas uniquement. On aura aussi sur les protocoles sanitaires pour le moins complexes à mettre dans les écoles, de voir que d'avoir une commune nouvelle, ça simplifiait grandement les choses. Et de la crise sanitaire, on verra aussi ce qui est rendu possible en matière de politique de santé et de politique sociale. Et je pense notamment il y a plusieurs récits dans les communes nouvelles des intervenants présents, notamment de maisons de santé, qui n'aura pas été possible sans la commune nouvelle. Donc voilà, ça sera ça dans un second temps. Donc sur la première séquence, je vous présente nos 3 intervenants. Donc tout d'abord Fanny Lacroix. Donc vous êtes maire de Châtel en Trièves, dans l'Isère. J'ai plus 2017, la création de vos communes nouvelles. Ce qui sera intéressant, alors les dates sont différentes selon les uns et les autres. Je crois que Joël Balagrand, vous êtes une des plus jeunes, plus récentes. Mais c'est vrai qu'on a des exemples. Alors Philippe Chalopin bat tous les records parce que lui, il approche bientôt les 10 ans de communes nouvelles. C'est de pouvoir dresser aussi un vrai bilan après plusieurs années. Et sans que tout... on en parlait tout à l'heure sans que tout soit merveilleux. Des fois, il y a des problèmes. Mais le recul d'année montre peut-être certaines évolutions qui ont pu avoir. Donc 2017, 2 communes pour 475 habitants. Second exemple, Brigitte Monet, maire de Valsonnette, donc dans le Jura. Évidemment, le détail est sur mon autre page. Je ne vais pas faire le malin comme si je savais tout ça par cœur. Donc,
Il faut que je m'organise mieux pour la prochaine fois. Je vais vous laisser le dire. Merci. Donc, Valsonnette, une commune nouvelle du Jura créée en 2017 et qui regroupe 4 communes historiques qui allaient de 50 et quelques habitants à un peu moins de 300. Voilà. Merci. Et en plus, on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez, j'ai vraiment aucune excuse. Et Joël Balandreau, donc maire d'Évron. Donc, c'est un contexte territorial tout à fait différent. C'est ça qui est intéressant parce que c'est une commune nouvelle dans la Mayenne de 8800 habitants. Donc 3 communes, dont vraiment une ville-centre qui domine de 7000, voire un peu plus de 7000 habitants. Et donc ça sera un récit intéressant parce qu'on sait que dans certains projets, il y a toujours cette peur que la grosse commune mange les petites, disons. Et on a pu voir même que certains projets ont pu avorter à cause de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la création, donc vous, c'est une création 2019, de voir que ça a été précédé justement d'un travail de mutualisation commun avec les communes. Donc c'est pas tombé par hasard. Il y a eu une préparation, on va dire, et je pense que sans cette préparation, peut-être que ça n'aurait pas pu voir le jour. Fanny Lacroix, je vous donne tout de suite la parole. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent il y a un déclencheur pour la création d'une commune nouvelle. Et en général, plus d'une fois, ça peut être une mauvaise nouvelle ou une situation compliquée. Vous, c'est l'annonce de la fermeture d'une école qui a été vraiment le déclencheur. Ça, vous raconterez mieux que moi. Parce que vous avez réussi à sauver votre école par la commune nouvelle. Donc déjà, c'est une belle réussite. Mais ça a été, comme je dis, c'est un déclencheur. Donc ça a permis beaucoup d'autres choses dans les réalisations et même, j'ai envie de dire, dans le climat de la nouvelle commune. Oui. Tout à fait. Châtel-en-Trièves a été créé sur un fonds de désertification rurale. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête chez nous, c'est-à-dire que il y avait ces 2 communes historiques, Cordéac et Saint-Sébastien, qui autrefois vivaient bien, avaient une démographie qui était élevée pour elles, où il y avait des services, on avait des écoles, des commerces, et puis tout cela est parti progressivement. Saint-Sébastien a perdu son école déjà 40 ans avant l'annonce pour Cordéac de la fermeture de sa classe unique. Et ça avait déjà marqué fortement l'imaginaire collectif. Et effectivement, quand Cordéac, le maire de Cordéac, apprend par l'éducation nationale la volonté de fermer cette classe unique, qu'il reste sur Cordéac, puisqu'il n'y avait plus que 6 enfants en fait, dans l'école, donc c'était effectivement un gros problème. Il y a eu un espèce de front commun qui a émergé entre les élus des deux municipalités, de dire on va essayer de lutter quand même contre cette désertification. On ne veut pas que nos villages soient des villages dortoirs, on veut qu'il y ait une vraie vie. Pour nous, l'école, c'est aussi synonyme de vie. Donc, ce n'était pas de dire qu'il fallait garder une école avec 6 enfants, ce n'était pas ça l'enjeu, mais c'était de pouvoir garder du service public. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans cette vague de désertification qu'on a connue, Saint-Sébastien était arrivé un petit peu plus tôt que Cordéac dans ce contexte-là, et donc avait perdu son école 40 ans avant et avait commencé une politique pour attirer à nouveau des familles sur la commune par une politique active de création de logements communaux. En fait, c'est les enfants de Saint-Sébastien, les familles qui ont été accueillies dans les logements communaux, qui ont sauvé l'école de Cordéac en 2017. Donc ça a été effectivement l'étincelle. Et excusez-moi, mais dans la foulée de ça, entre le moment où il y a cette annonce, vous réagissez, et le moment où la commune nouvelle se crée, il n'y a pas très longtemps. Non, il y a 9 mois, en fait. C'est ce qui est... Ouais. Bon, j'en dis pas plus. Mais non, c'est intéressant. C'est là où on voit bien que chaque cas est particulier parce que souvent, les élus disent c'est long. C'est une maturation qui est longue. C'est souvent 1 an et demi, 2 ans. Et vous, c'est la notion d'urgence, mais ce qui n'a pas empêché de le faire bien. Oui, tout à fait. C'était urgent parce que du coup, il fallait qu'on puisse donner les preuves à l'éducation nationale qu'on avait suffisamment d'enfants pour garder cette classe. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un compte à rebours là, qui a
qui a été lancé. Du coup, la volonté de la municipalité, effectivement, ça a été d'être dans un tempo assez rapide pour pouvoir sauver l'école, et puis aussi pour être dans une dynamique projet qui avance. Sur 9 mois, ça s'est fait plutôt assez bien. Donc on a d'abord travaillé avec les deux anciens maires qui se sont mis d'accord tout de suite sur la question de qui sera le maire de la commune nouvelle. Comme ça, au moins, cette question-là était tout de suite tranchée, et donc n'allait pas entraver en fait le travail qui sera en cours par la suite. Après, le travail, ça a été vraiment de créer une culture commune autour de c'est quoi une commune nouvelle, et ça fait en quoi l'identité des communes historiques peut être conservée. Parce que nous, ce qu'il faut savoir sur Châtel-en-Trièves, c'est que c'est deux villages qui se ressemblent beaucoup. On était à 250 habitants sur des deux côtés, et donc vraiment tout l'enjeu autour de ce premier travail d'acculturation, c'était d'expliquer c'est quoi la nouvelle loi des communes nouvelles, qu'on peut conserver des communes historiques, qu'on peut conserver des maires délégués, que les mairies pourront rester sur les territoires. Donc il y a eu un gros travail autour de ça, d'abord avec les adjoints, puis après avec les conseillers fusion, municipaux. comme disait tout à l'heure Philippe Chalopin. Tout à fait, ouais. Avec aussi le fait qu'on puisse garder le nom des communes historiques, c'était quelque chose de très important. Et puis une fois que les élus ont compris et se sont appropriés le dispositif, après ils ont vraiment engagé un travail politique autour de l'écriture d'une charte, qui est le pacte de confiance, qui a pu rassembler les deux équipes municipales. Et donc là, vraiment, ce qui m'a frappé, j'ai trouvé ça extrêmement passionnant, c'est de voir comment des élus, qui étaient un peu des élus gestionnaires, se sont mis à faire de la politique. Et je crois qu'ils ne le faisaient pas avant. Et donc, ils ont pris un réel goût, en fait, à se dire, mais comment je vais projeter mon territoire pour l'avenir des habitants et de Châtel-en-Trièves. Et donc, il y a eu un certain nombre d'axes qui ont été déclinés, notamment la lutte contre la désertification, le maintien d'une commune forte et vivante, le fait de développer aussi une citoyenneté active sur la commune, puisqu'il y avait aussi le fait de dire, c'est aussi, si tout le monde se remonte les manches ensemble en même temps, le tissu associatif, les élus et les habitants, c'est là où on pourra décliner de vraies politiques publiques chez nous. Et c'est ce qui va faire notre force. Donc il y a eu tout ça qui a été décliné dans une charte, qui a été ensuite présentée à la population. C'est à ce moment-là où il y a eu aussi 2 réunions publiques qui se sont passées sur les 2 communes historiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une concertation. Il y en a eu, mais ce moment de concertation, vous l'avez fait avec quelque chose à présenter. Voilà, exactement. En fait, si vous voulez, il y a eu quand même une diffusion d'informations très transparente de la part des élus, c'est-à-dire qu'il y a eu une délibération de principe pour dire qu'ils allaient étudier la faisabilité de la création d'une commune nouvelle tout de suite. Ça a été affiché de manière très claire. Et après, une communication au fil de l'eau pour dire où on en était. Et c'est vrai qu'une fois que les élus avaient constitué ce pacte politique, c'est là où ils sont vraiment allés au contact des habitants en réunion publique, où ils ont échangé avec eux. Et donc, c'était extrêmement aussi intéressant de voir que sur l'enjeu du sauvetage de l'école, on avait beau créer une commune nouvelle et donc redéfinir la carte scolaire, si les parents n'acceptaient pas de mettre leurs enfants dans la classe de Cordéac, on ne pourrait pas sauver l'école seule, parce que vous savez, il y a des dérogations de droit qui font que quand votre enfant commence un cycle dans une école, il est en droit de le terminer. Donc très vite, on s'est rendu compte que ça allait être un peu plus compliqué que ça, parce que les familles étaient dans des habitudes et ne voulaient pas forcément changer leur enfant d'école. Et donc c'est là où on s'est dit, bon d'accord, nous politiquement on a fait le boulot, mais maintenant il faut vraiment que les gens décident de ce projet de société que nous devons porter ensemble. Et donc il y a eu une nouvelle réunion dans les locaux de l'école où on a vraiment ouvert l'école à la population, on a expliqué, l'instit était là, il a expliqué aussi toute la méthodologie particulière de la classe unique, et le maire a dit cela, c'est-à-dire j'ai fait mon boulot, maintenant c'est à vous, je vous demande de faire un acte volontaire pour sauver cette école et m'aider à porter le projet politique. Et alors que les parents étaient plutôt contre, les parents de Saint-Sébastien, pour changer leur enfant d'école, après on a eu quand même 85% des familles qui ont accepté de signer, donc il y avait vraiment un acte de signature, d'engagement, signer le papier pour sauver l'école. Et en fait, c'est les habitants qui ont sauvé l'école de Châtel-en-Trièves. Oui, quasi contractuel, j'ai envie de dire. C'est ça. On reviendra sur votre commune, parce qu'en plus, vous réalisez beaucoup de choses. Là, vous parlez des habitants. Il y a aussi tout le tissu associatif. On l'a évoqué tout à l'heure aussi. C'est important aussi qu'il soit, dans le cas de le dire, associé, disons qu'il soit partie prenante, parce qu'effectivement, il peut être aussi à sa façon un ambassadeur de la commune nouvelle, ou l'intérêt de ce regroupement. Brigitte Monet, à côté de vous. Alors, l'histoire est un peu différente, mais il y a un peu quand même un même état d'esprit. Alors, peut-être juste un mot qui n'est pas qu'anecdotique, c'est que, comme une nouvelle du Jura, donc le point de départ, vous me disiez, c'est une rencontre avec
Jacques Pélissard, donc ancien président de l'AMF, est vraiment un des pères des communes nouvelles. Donc c'est quelque chose auquel vous ne pensiez pas forcément, et c'était une réunion d'information où vous l'avez évoqué, et vous me disiez c'est quelque chose qui a germé doucement, comme vous voulez, hein, Oui, debout ou assise. debout. Voilà, c'est effectivement lors d'une réunion publique qu'avait fait Jacques Pélissard, qui était député maire également de la commune préfecture de Lons-le-Saunier. Donc, il avait fait une réunion pour expliquer aux élus ce qu'était une commune nouvelle. Et puis, au niveau de la commune à laquelle j'appartenais au départ, Vincelles, on constatait qu'il y avait des besoins de la part de notre population, notamment de besoins de modes de garde pour la petite enfance. On avait un groupe scolaire, mais on n'avait rien. Des assistantes maternelles, mais pas suffisamment à domicile pour s'occuper des petits. Et on voyait une fuite des enfants vers des communes voisines, voire sur la commune préfecture, et qui ne revenaient pas par la suite à l'école, comme quoi l'école est vraiment un élément fondamental en milieu rural. Donc à partir de ce temps de rencontre et d'échange avec le président de l'AMF de l'époque, eh bien, j'ai décidé d'inviter l'ensemble des maires des 5 autres communes dont les enfants venaient à l'école intercommunale de Vincelles. Et pour déjà ensemble se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup aujourd'hui, au vu des besoins de notre population, de se mettre autour de la table, de se mettre ensemble et de poser les choses à plat, de voir ce que nous avons en commun, de ce qui pourrait nous rassembler, quelles sont les difficultés qu'on pourrait rencontrer à la mise en place d'une commune nouvelle, et puis de travailler ensemble, que l'ensemble des élus municipaux travaillent le temps qu'il faudra. Et ce travail, il a duré un an avec 6 commissions d'élus créées, puisque ça faisait 40 élus. 6 commissions créées. Ces commissions se sont réunies très régulièrement sur la gouvernance, sur l'enfance, la petite enfance, sur les aînés, enfin sur toutes les thématiques que vous connaissez bien en tant que maire, sur le développement de notre territoire. Parce que je pense qu'il est important de dire, c'est qu'une commune nouvelle, c'est avant tout et surtout un projet d'un territoire. C'est-à-dire que dès le début, il était clair entre nous que ce n'était pas l'appât du gain qui nous faisait créer une commune nouvelle, mais bien l'envie de mettre à disposition des habitants de notre territoire des services qu'ils n'avaient pas ou qu'ils n'avaient plus. Vous dites ça parce qu'à l'époque, il y avait une incitation fiscale qui n'existe plus aujourd'hui, disons. On en parlait, il y a un souhait que ça soit... Que ça revienne, et je pense que ça viendra parmi vos questions, parce qu'on ne le fait pas, comme vous dites, justement, pour cette raison-là. Il faut un vrai projet de territoire, mais on va dire que c'est un accompagnement quand même, c'est un facilitateur. Alors, c'est un facilitateur, mais ça ne suffit pas. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, un travail de quasiment une année, la rédaction d'une charte. Alors, même si elle n'engage comment dire, c'est toute la difficulté avec la charte, c'est-à-dire qu'on l'écrit à un moment, mais c'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire qu'il faut une sacrée volonté des élus pour qu'à partir du moment où elle est rédigée, elle engage, et que si un jour elle doit être rediscutée, c'est bien dans le cadre du conseil municipal et avec l'ensemble et avec la population que ça peut se faire, mais en aucun cas de façon autoritaire. Donc, j'en étais à la charte, excusez-moi, je vous interromps une nouvelle fois, mais Fanny Lacroix en parlait tout à l'heure. Oui. Dans tout témoignage, de toute façon, vous incitez vraiment tous dessus. Vraiment, au départ, c'est une étape... indispensable. Alors, comme vous dites, ça peut être un document évolutif, mais c'est pas possible de se lancer sans cet élément-là, disons. Oui, parce que c'est un vrai projet politique aussi. C'est pas que la gouvernance, c'est aussi un projet politique de qu'est-ce qu'on veut développer sur notre territoire, comment on entend le développer d'ailleurs, ce territoire.
parce qu'il n'est pas l'objectif, c'est pas forcément de grossir. L'objectif, c'est aussi le bien-être des habitants, qu'ils aient envie d'y vivre sur ce territoire et d'y rester et de trouver les services dont ils ont besoin. Donc ensuite, après ce travail-là, nous avons fait la même démarche. Nous avons rencontré la population, 4 réunions publiques, franchement, sans problème. Au contraire, des habitants, alors peut-être que c'était les plus convaincus qui venaient, je ne sais pas, mais en tout cas des habitants qui en général, c'est souvent trouvaient l'inverse. que Voilà, ça allait dans, c'était normal. C'est les contres qui se mobilisent plus. Voilà, qu'il fallait en passer par là si on voulait vraiment continuer à être vivant. Donc, voilà, au bout d'un an de travail, alors au début, c'est ce que j'ai oublié de dire, donc 6 maires invités avec leurs équipes, avec leurs adjoints. Dès la première réunion, 2 maires ont dit nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Mais c'est ça aussi qui est bien dans la commune nouvelle, c'est que c'est le choix du territoire. On ne vient pas nous l'imposer d'en haut, c'est nous qui, ensemble, faisons notre projet. Donc, on a beaucoup plus de chances pour que ça fonctionne bien par la suite. D'autant plus qu'ils peuvent changer d'avis éventuellement par la suite. Oui. Ils peuvent maintenant changer d'avis et désirer nous rejoindre. C'est vrai qu'on commence à nous refaire un peu du pied pour ça. Mais en tout cas, au bout de cette année, nous avons décidé d'un commun accord de nous marier. Voilà. Et puis de faire un beau projet de vie pour notre commune nouvelle. Moi, j'aime bien l'idée de mariage parce que c'est vraiment quelque chose de consenti. Et c'est vraiment fondamental. Depuis, nous avons pu investir dans un terrain juste en face de l'école et créer une maison d'assistante maternelle qu'on a inaugurée il y a à peine 15 jours. Et quelque chose qui était très, très important pour nous, c'était la transition écologique et énergétique, avec des bâtiments très performants d'un point de vue énergétique. Donc, c'est un bâtiment BEPOS et il est déjà plein. Voilà, donc il répond vraiment à un besoin de la population. Et c'est l'exemple typique de choses que les communes seules n'auraient pas pu avoir. Alors, on n'aurait pas pu le porter seul, ça c'était impossible, on n'en avait pas les moyens financiers. Et puis d'autre part, vu que la compétence petite enfance est une compétence communautaire, on se rend compte aussi qu'on a un petit peu plus de place, de poids dans l'intercommunalité. Ça, c'est quelque chose d'important. Effectivement, une commune qui est la 4e commune en termes de nombre d'habitants de la communauté de communes a beaucoup plus de poids que celle qui est 22e. Non. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ça peut peser aussi pas mal, même dans le projet ou dans l'évolution, disons. Ce que je vous propose, je vous redonnerai la parole après, parce que vous avez beaucoup d'autres projets. Avant de vous donner la parole, peut-être juste, Jérôme Balabran, excusez-moi, de voir s'il y a déjà des premières questions. Philippe Chalopin, une remarque par rapport à ce que vous avez entendu. Oui, je voulais réagir sur la consultation de la population parce qu'il y a aujourd'hui des personnes qui souhaiteraient qu'il y ait un référendum. Il faut se méfier sur la démarche du référendum parce que, comme on le sait tous, c'est qu'on ne répond pas toujours à la question qui est posée. Et puis, une commune nouvelle, moi je fais un parallèle avec la côté de commune. Quand on transfère une compétence à la côté de commune, est-ce qu'on fait un référendum? On ne fait pas de référendum, c'est une décision des élus. Et par contre, tout ce qui a été relaté à l'instant, il faut bien sûr consulter, il faut bien évidemment informer, il faut demander l'avis à la population, mais faire un référendum où vous avez 30% qui se déplacent et qu'effectivement il y a une majorité de personnes qui sont contre parce qu'ils sont contre par principe, sans mesurer tout ce que vous avez expliqué, moi le référendum je trouve que c'est dangereux. C'est une manière en fait de se décharger de notre responsabilité d'élu en disant c'est la population qui décide. Mais si on a été élu, c'est pour prendre des responsabilités. Après, il y a le suffrage. Mobilisation des contre uniquement, un peu. Oui, ou essentiellement. Nous, on avait mis en place on faisait des réunions publiques. Alors effectivement, ceux qui parlent, c'est souvent ceux qui sont contre. Bon, on les écoutait, c'est normal, c'est la démocratie. On avait mis des urnes, les gens sortaient, mettaient effectivement des bulletins pour, contre et des observations.
parce que ça, c'est important. Vous n'avez pas évoqué ça, etc. Et je pense que la notion de référendum, il faut vraiment s'en méfier. Ça me paraît, moi, il y a moyen de consulter, d'associer la population sans pour autant officialiser, parce que le référendum, ça peut être à double tranchant. Les élus peuvent être contre, c'est leur droit. La population vote pour. Qu'est-ce qu'on fait? Les élus sont pour, la population qui ne maîtrise pas forcément toutes les difficultés, parce que c'est quand même un petit peu technique, la commune nouvelle, les élus se retrouvent dans une situation très compliquée. Donc, il faut consulter, il faut associer, il faut interroger, il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Mais effectivement, le référendum, ça me paraît être quelque chose de dangereux, parce que c'est... Beaucoup de concertation, mais sans passer forcément par le référendum. Et avec des choix, si je ne dis pas de bêtises, le choix du nom de la commune nouvelle, on sait que c'est toujours quelque chose de très important, surtout que vous, c'est un nouveau nom. Ça, vous avez fait une consultation, disons. Oui, nous, ça a été notre manière d'associer la population et d'avoir un vrai baromètre juste avant la délibération qui a été prise par les 2 conseils municipaux. On s'est dit, on va consulter sur le nom de la commune nouvelle, parce que vous savez, les habitants sont très attachés en fait au nom de leur commune. Évidemment. Donc on s'est dit, voilà, là-dessus il y avait un double curseur qu'on allait positionner, c'est-à-dire déjà voir le taux de retour, c'est-à-dire une fois quand on se prononce sur le nom d'une commune nouvelle, on se dit quelque part il y a déjà une appropriation du dispositif. Donc on était très attentifs à voir déjà combien de pourcentage de réponses nous aurions. On a eu 70%. Sur la consultation sur le nom. Et après, le deuxième curseur, c'était sur le type de nom. Parce qu'en fait, les conseillers municipaux avaient pré-travaillé et avaient proposé 4 noms. C'était pas enfin, s'il y avait après autre, vous pouviez faire une proposition. Mais il y avait 4 noms et on avait pris les noms historiques. Donc il y avait Saint-Sébastien et Cordéac. Et il y avait des nouveaux noms. Châtel-en-Trièves en faisait partie. Et on s'est dit, on verra aussi, si les habitants disent Saint-Sébastien et Cordéac, c'est que quelque part, il y a une identification très forte aux communes historiques et que ça va être plus compliqué peut-être. Par contre, s'ils choisissent un nom nouveau, ça voudra aussi montrer peut-être l'adhésion de la population, en fait, d'avoir une nouvelle dynamique de cette volonté-là. Et donc, c'est vrai que d'avoir 70% de retour sur la consultation, plus que ce soit Châtel-en-Trièves qui ressorte, ça a donné beaucoup de confiance aux élus. Ça a été une forme de comment dire, oui, de consultation sur le projet de commune nouvelle, sans qu'on tombe dans la problématique du référendum qui, moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'était compliqué et que c'est pas souhaitable de le mettre en œuvre. En l'occurrence, ça a conforté le projet et qu'effectivement, ça peut être intéressant sur certains points, et pas négligeable, comme on disait sur le nom, d'avoir cette concertation. Alors, avant de vous donner la parole, je ne sais pas s'il y a des questions, monsieur. Alors, on va vous donner un micro. Oh, c'est mieux avec un micro. Ce que je vous demande. Oui, bonjour, Patrick Donneau, je suis le Oui. maire de l'île d'Aix. Je voudrais savoir, au niveau européen, il y a une dizaine d'années, il y a eu des recommandations européennes pour la création de nouvelles communes. Est-ce que ces recommandations sont en train de devenir des exigences quand on voit que l'ensemble des pays européens du Nord, de l'Est, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne ont baissé considérablement leur nombre de communes? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, si j'ai bon souvenir, en 2017, François Fillon, qui était candidat, voulait baisser le nombre de communes à 7 000, 6 000, 7 000, je crois. Bon, il a mis les doigts dans le pot de confiture, ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'il y a des candidats qui, aujourd'hui, dans leur programme, ont cette volonté de réduire le nombre de communes? Donc, où on est, quelle est la volonté européenne aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des candidats qui souhaitent réduire dans leur programme le nombre de communes en France? Voilà. Jean-Marc Vasse, Ouais, je vais vous répondre. Je veux bien répondre. D'abord, si d'autres pays ont fait cet effort-là, c'est qu'ils ont dû le juger nécessaire. Ils l'ont fait différemment selon leur culture, il faut le rappeler. Et que nous, premièrement, ce n'est pas du tout une injonction européenne qui a conduit Jacques Pélissard à se mobiliser là-dessus. Je crois que c'est une conviction personnelle. Et puisque nous sommes en capacité d'observer sur les 778 communes nouvelles qui se sont faites, ça a été très bien dit par nos collègues tout à l'heure, c'est la base, c'est le terrain, c'est le souhait, c'est une opportunité, c'est une volonté, c'est un horizon qu'on essaie de dégager pour avoir un projet, se fixer un cap, et puis dire on va y aller ensemble. Et dès lors que ça vient du haut, ça finit en loi NOTRe. Et vous savez ce que c'est que la loi NOTRe. Donc si demain, je sais que ça s'est vu, je ne sais plus si c'est en Corrèze ou en Creuse, où un préfet voulait mettre en place un schéma de commune nouvelle, ça a été une catastrophe. Donc, de grâce,
il faut absolument que nous ayons les outils pour le faire, mais que jamais nous ayons l'obligation de le faire. Ce qu'il faut qu'on demande aux législateurs et demain au président de la République, aux candidats qui se présenteront à la présidence, c'est de nous permettre de nous organiser. Je racontais une anecdote un peu particulière, enfin qui me concerne. Moi, je suis né près du Havre et dans une commune qui faisait 2000 hectares. C'est une grande commune, voilà. Et il m'a fallu attendre à peu près l'âge des 20 ans en faisant de la généalogie pour me rendre compte que finalement, c'était une commune nouvelle du 19e siècle, puisque vous savez qu'il y a eu tout un mouvement. Alors, j'avais bien entendu que dans la commune, il y avait une autre... On parlait de la chapelle, forcément. En fait, ce n'était pas une chapelle, c'est une église. Hein. Une église, elle a des fonds baptismaux. En fait, ça avait été une commune avant. Et puis, il y en avait une troisième, dont personne n'avait jamais parlé, parce que l'église avait disparu. Et donc, forcément, 100 ans après, tout le monde avait oublié. Donc, ce n'est pas un mouvement qu'on a découvert. Je pense que c'est la volonté des uns et des autres que de se dire qu'on a un territoire qui s'est agrandi par la nature des choses, par les mobilités des gens. Donc, à la fois, on tient à l'identité et en même temps, on veut faire quelque chose en commun. Vous avez parlé de mariage. Ce qui me gêne dans le mot mariage, c'est le mot divorce. Non, on ne divorce pas. On ne divorce pas. C'est-à-dire qu'on s'engage et on s'engage pour du temps long. Et plus le temps passera, plus la commune nouvelle s'imposera. Et très curieusement, on le sait bien, les habitants nous disent bien, enfin, ils ne remettent pas en cause. Hein. Et c'est la question du référendum, finalement. Moi, j'entends qu'on dise, vous ne pouvez pas faire une commune nouvelle contre l'avis des habitants. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais ça veut dire que là, ce n'est pas de faire un référendum pour savoir qui est pour. C'est d'avoir un droit d'opposition qui permette à 50% des habitants d'être contre. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, de mobiliser 50% d'une population, des électeurs, pour dire vous allez vous prononcer contre. Donc dans les propositions parfois qui sont faites, y compris par d'autres associations d'élus sur cette question-là, c'est ce qu'on a dit au ministre avec Philippe Chalepin, donner un droit d'opposition. Pas de problème si les élus se sont trompés. Mais faisons en sorte que ce qui a été à l'origine de notre loi avec les propositions de Jacques Pélissard, que je salue puisqu'il arrive là, c'est pile poil timing, simplement de se dire, nous avons la possibilité de construire, ce que j'emploie souvent comme expression, une commune singulière et plurielle. Elle est plurielle par sa constitution, et c'est sa singularité que de le faire ainsi et de le défendre ainsi. Et comme vous l'avez dit, de maintenir l'identité de chaque village, parce qu'ils sont multiséculaires, on ne les raye pas de la carte comme ça, et donc, de grâce, pas de schéma général vu d'en haut, et pas de proposition vue d'en haut. Laissons-nous travailler sur le terrain, à les construire pour ceux qui le veulent. Merci. J'en profite aussi pour saluer Jacques Pélissard, présent parmi nous. On a parlé de vous tout à l'heure, quand vous n'étiez pas là, mais en bon terme, je vous rassure. C'est parce qu'on parlait de Valsonnette et son histoire, et que le point de déclenchement, c'était une réunion d'information avec vous, où vous disiez tout le bien qu'on peut imaginer sur la commune nouvelle et l'évolution de Brigitte Monet qui le projet a mûri doucement, donc suite à cette réunion. Donc, je vais donner la parole à Joël Balandreau. Donc, troisième exemple, comme je disais tout à l'heure, contexte très différent avec plus de 1800 habitants et vraiment une Oui, un schéma extrêmement différent. Expliquez-nous comment ça a été possible, si c'est ce travail préliminaire de plusieurs années de mutualisation, complètement, ou oui. c'est une spécificité territoriale chez vous. J'ai oublié de dire que vous êtes aussi président de l'Interco. Oui. Ça peut aussi peser, ça. Ce qui est pas neutre, en tout cas dans ma réflexion. Donc moi, je suis maire d'Evron, une commune historiquement d'un peu plus de 7000 habitants, qui abrite beaucoup d'agro-industrie qui ressemble beaucoup à celle de Lons-le-Saunier, puisque c'est la même boîte familiale qui est installée, qui fait le mini Babybel du monde entier quasiment. Et le reste est fait ailleurs. Et donc, j'ai eu 7000 habitants au milieu d'une communauté de communes de 28 000, donc extrêmement rurale, 39 communes dans la communauté de communes, hein, et qui sont dont 20 de moins de 500 habitants, comme dans beaucoup d'endroits ruraux. Donc, ma commune d'un peu plus de 7000 au milieu, une périphérie qui se développe, une commune centre qui a du mal en termes de démographie, un changement
de paradigme. La commune centre, elle est industrielle, il y a quasiment autant de salariés ou d'emplois que d'habitants, et tout le monde va habiter autour parce que c'est plus sympa, moins cher, il y a, voilà, il y a les bonnes conditions pour s'installer et vivre à la campagne. Pour autant, voilà, des 2 communes de 800 habitants avec qui je mutualise depuis longtemps, parce que moi je suis persuadé que sur nos territoires, et en particulier quand on a une ingénierie de commune-centre, et qu'on veut garder nos compétences humaines au service de tous, et considérant que les habitants d'Évron, en tout cas les utilisateurs d'Évron, ne sont pas les habitants d'Évron, et que ça va bien au-delà de ça, moi j'ai toujours estimé que ma responsabilité en tant que maire de la commune-centre, c'était de faire en sorte que nos ressources humaines, techniques, etc., soient disponibles à tous. Donc j'ai fait un schéma de mutualisation très travaillé en 2000, après 2015, hein, puisqu'on devait écrire un schéma, mais nous, non seulement on l'a écrit, mais il a été extrêmement ambitieux. La ville d'Évron a quasiment tout mutualisé avec sa Comcom. Donc les agents, j'ai un employeur unique qui s'appelle la Comcom, j'ai plus un agent communal, mais j'ai proposé le même schéma à toutes les communes, quelle que soit la taille de la commune. Et en régime de liberté, hein, on parlait de choses un peu obligatoires, pas obligatoires. Moi, je suis grand fanat de la liberté de faire. Hein. Par contre, je propose tout. Donc j'ai proposé tous les schémas. J'ai dit aux gars, on peut faire une commune de 39 communes. On peut faire 0, on peut faire comme avant. On peut mutualiser Évron, on peut mutualiser personne. Voilà. Et on a mis tout ça sur la table, on a réfléchi à tout. Et comme régime de liberté, bah, certains ont fait, certains n'ont pas fait. Donc à côté de moi, 2 communes ont voulu mutualiser pour avoir... Quand vous avez un directeur des services qui va bien, qui est le Saint-Cyrien d'à côté, qui a un DG comme ça, et qui peut servir votre commune de 800 habitants, vous vous en rendez compte, quoi. Et certains ont dit, bah oui, si celui-là était un peu près de chez moi et qui m'aidait à résoudre mes problématiques locales, ça m'irait bien. Donc ils ont mutualisé. Donc il y a eu les services techniques avec des agents et des directeurs de services techniques qui n'ont rien à voir dans une commune de 7000, 8000 habitants, qui était une vraie centralité. Hein. C'est une commune de 7000 qui est une vraie centralité, pas une commune de 7000 en périphérie. C'est vraiment, on avait ça en nous, hein, plus les équipements. Et donc, il y a des maires qui ont mordu à ça, en disant, moi, j'arrive pas à faire des choses, non pas parce que je manque d'argent, parce que nous, les 3 communes étaient en bonne santé financière, hein, mais j'arrive pas à faire les choses parce que, techniquement, parce que j'ai pas la ressource, parce que je me pose des questions, et puis que j'ai envie de travailler ensemble. Très clairement, mes habitants, j'en ai pas un qui vit sa vie à Saint-Christophe-du-Loa pour la commune voisine, j'en ai pas un qui vit sa vie à Châtres-la-Forêt, mais moi, j'en ai pas beaucoup qui vivent leur vie à Évron. En tout cas, Évron n'est pas complète sans les communes autour. Donc on a partagé ce constat-là, on a mutualisé en 2017, et pour 2 de ces communes, et après un long travail de réflexion, on l'a fait en 2019, donc on échappait au phénomène d'opportunités financières ou fiscales, même si en fait il y en a d'autres qu'on n'avait pas vu venir, mais qu'on a vu venir après. On a abouti à un schéma de commune nouvelle, où là, alors effectivement, dans la commune de 7000 habitants, 0 question, hein. Les élus comme les habitants, ils craignent pas d'aller faire une commune avec 2 communes de 800 habitants. Il n'y a pas d'association. Pas la même chose chez les 2 autres. Bah oui. Les 2 autres, et en particulier le monde associatif, je ne veux pas dire vent debout, mais la première réunion, compliquée, le club de foot. Le club de foot, bah non, vous allez nous bouffer, machin, vous allez nous prendre le truc, on n'aura plus de club à Évron, tous les moyens iront à Châtres-la-Forêt, tous les moyens iront à Évron, etc. Et c'est extraordinaire. Alors, la première réponse que je leur ai faite, je suis un peu le foot, je leur ai dit, vous savez, à Londres, il y a 10 clubs professionnels. Donc je lui dis, à Évron, on peut en avoir 10, on va commencer par 2. Et puis voilà, vous bossez, vous avez chacun votre club. Aujourd'hui, ce sont les premiers convaincus, très clairement. Hein. Parce que le club de foot, il a récupéré la camionnette d'Évron, il a récupéré les services techniques d'Évron, et il ne ferait jamais marche arrière. Et on a ouvert un 3e club de foot à Saint-Christophe-du-Loa, qui avait plus d'équipe depuis 5-6 ans. Et comme le terrain est beau, les gars, ils se sont dit, les seniors, ils ont repris une 2e jeunesse, là, les quarantenaires, et ils ont dit, les quadras se sont mis au foot, et on a un club de seniors qui joue au foot à Saint-Christophe. Mais parce qu'en fait, le terrain est propre, le terrain il est bien entretenu, et on y met les moyens, parce que les gars, ils passent pas tout seuls à faire le truc, ils sont 4-5, et j'ai un agent qui est un spécialiste des pelouses. La pelouse, ça s'entretient. Voilà, la pelouse, c'est voilà. Et donc voilà, on avait ces enjeux-là de technicité. Et le premier exemple pour la commune qui était des 2 un peu plus loin que l'autre, parce que l'autre était vraiment une cité jumelle en petit, mais d'Évron. La commune qui était un peu plus loin, il y a le projet entre guillemets emblématique que la maire voulait porter, mais depuis 5-10 ans. Sa secrétaire de mairie, elle venait du privé. Les considérations administratives de faire monter des projets, etc., c'était compliqué. Mais embaucher des secrétaires de mairie, aujourd'hui, comment on fait? C'est plus facile à 8000 habitants avec une structure qu'à 500. Enfin, quand ça change, vous le vivez tous. Hein. Moi, j'ai aucun souci. Des fois, je récupère, malheureusement, celle de la commune d'à côté. Hein.
Donc voilà, je le dis comme ça, mais j'ai proposé de mutualiser aussi avec celui d'à côté, hein, mais en tout cas, voilà, on a ce problématique-là. Et donc, elle a monté sa salle des fêtes qu'on va inaugurer samedi prochain, là. Donc, on fait une inauguration en grande pompe avec tout le monde. Et on a fait un beau projet avec des agents de services techniques qui correspondent aux agents de la Comcom, hein, donc une structure pour 28 000 habitants, qui ont porté le projet en interne avec une maîtrise d'ouvrage qu'on ne délègue pas à quelqu'un de l'extérieur qui vous... ce que vivent les petites communes, à un moment donné, hein, c'est le maître d'ouvrage, l'architecte, etc. Nous, c'est le nôtre. Hein. Donc, défendre vis-à-vis des artisans le montage du projet, le machin, etc. Nous, on n'a pas de surprise. Hein. À chaque fois qu'on arrive à la fin, on est au montant qu'on avait dit au début. Parce que c'est bordé, parce que même notre architecte, il est bordé par quelqu'un chez nous qui a une compétence technique extrêmement pointue. Donc, ça a été ça la plus-value pour eux. Pour la commune d'Évron, on pourrait se demander quelle est la plus-value. Alors, outre ma conviction personnelle et très politique de faire territoire, quand même, dans la dévitalisation des villes-centres et dans le changement qu'il y a depuis les changements de fiscalité, en particulier sur la TP, moi j'ai deux très belles usines, hein, qui étaient la richesse d'Évron. Donc on vit tout seul jusqu'aux années 90, tranquillement, avec une croissance automatique de toutes les recettes. Les gens ils vont vivre à l'extérieur, on s'en fiche. De toute façon, on va leur construire un gymnase là, les gens de Chartres ils vont l'utiliser. On va leur construire une piste d'athlée, les gens de Saint-Jean-le-Robert vont venir l'utiliser. On va construire une piscine, c'est pas grave, les gars de l'autre côté vont venir l'utiliser. Puis nous, on aura un club à Évron, on est content. Avec la TP de chez Bell ou de chez Socopa, Bigard, un des plus gros abattoirs de l'ouest de la France. Aujourd'hui, j'ai une attribution de compensation qui date maintenant des années où on a fait la fusion. J'ai aucune dynamique sur ma commune centre de cette fiscalité-là, et ça n'a pas de sens que je porte toute la centralité au centre des habitants de ma commune d'Évron. Et sur un territoire, et je le dis au sens de ma commune nouvelle, mais au sens du territoire quand même, ces questions-là se posent pour toutes les petites centralités, parce que je ne suis pas gros, hein, je suis en milieu rural, je n'ai pas un budget de fou, hein, mais j'étais riche avant, en tout cas la commune était riche sans que les habitants le soient. Maintenant, voilà, faisons ensemble, parce que c'est les mêmes gens sur le territoire, ils n'ont pas changé, hein. Pour autant, les recettes, les mouvements, ils ont été faits très différemment. Donc, les communes, les petites centralités vivent ça et ont besoin, ou s'ils n'ont pas la conscience politique ou l'envie, ils peuvent avoir besoin de tout le monde. Et donc, c'est à mettre dans la balance aussi quand on fait des projets ou quand on fait des communes nouvelles. Juste une question sur le nom. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est le nom de la plus grande commune. C'est passé facilement, ça, ou pas? En fait, c'est passé... Alors, nous, pour le coup, on l'a fait plutôt en dernier, parce qu'on ne voulait pas que ce soit un obstacle. Parce qu'on s'est dit, si on fait ça avant, ça va se batailler sur ce qui est non pas du superflu, mais en tout cas, nous, ça aurait pu barrer. Donc, on a fait tout le travail de préparation. On savait qu'on voulait la faire. On s'est trouvé la charte, les réunions publiques, tout ça. Et on a choisi le nom un peu au dernier moment, enfin, plutôt vers la fin. Et alors, paradoxalement, c'est plutôt, puisqu'on était sur les élus d'Évron en volonté sans arrêt de faire profil bas, de se dire on ne va pas leur faire de mal, de se dire attendez, rassurez-vous, on n'est pas là pour vous manger, etc. J'ai plutôt eu, dans les premières réponses, entre guillemets anonymes, parce qu'on a fait un jeu, voilà, on a fait des jeux de croiser les trucs, on a plutôt eu des élus d'Évron qui voulaient inventer un nouveau nom, quand les élus des autres communes ont dit mais non, arrêtez, l'adresse de Belle, c'est Évron, enfin, la basilique, elle est à Évron, enfin, il n'est pas question, vu la différence de taille et le poids de l'histoire, ou le poids d'Évron dans l'histoire autour, de le changer. Mais c'est venu, et ça a été dit, par d'abord des élus des deux petites communes, pour que les élus d'Évron se lâchent un peu. La situation rêvée, ça. Ça me va bien. Parce qu'effectivement, oui, ça nous allait bien. Tu as 8000 habitants d'un côté, une grosse surface et une histoire et qui est très grosse. Mais ça aurait pu, honnêtement, se faire différemment. Ça aurait été, pour le coup, plus difficile à expliquer après. Donc Évron s'appelle toujours Évron. J'ai maintenu, et j'y tiens, les 3 communes déléguées quand même. Donc on aurait pu effacer la notion. Et premier mandat, le maire délégué d'Évron était le même, commune nouvelle et commune Évron et canal historique, entre guillemets. Et donc on s'était dit, mandat d'après, bon, puisqu'on a le droit de le faire maintenant, on va effacer la commune déléguée d'Évron et puis on aura les 2 communes déléguées. Et on s'est dit non, parce qu'il n'y a pas de différence entre les 3 communes déléguées. Parce qu'on maintient les 3 communes déléguées. On a dans la charte des choses pour maintenir le monde associatif, etc., dans chaque commune, les bulletins de vote, les organisations, les permanences de mairie, etc. On a ouvert un bureau postal à Châtres-la-Forêt où il n'y en avait plus. Enfin, voilà, on a fait du plus de services publics dans les petites communes. Et on a maintenu 3 communes déléguées pour dire qu'Évron est une commune déléguée comme les autres. Et il y a un maire de commune nouvelle d'Évron, et j'ai une maire de la commune d'Évron, j'ai une maire de la commune Saint-Christophe-du-Loa et un maire de la commune de Châtres-la-Forêt. Vous me disiez que sur le territoire de votre interco, une autre commune nouvelle s'est créée encore plus récemment. C'est vous qui avez fait école? J'étais même pas le premier chez moi, donc je n'ai pas fait école. Mais en tout cas, j'ai un exemple très sympa.
et qui répond à la question du référendum, pas du référendum, en tout cas des cas particuliers. J'ai 3 communes qui se sont unies autour d'un projet très fort dans l'est des Coëvrons. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, même si vous n'allez pas le vérifier tout de suite, mais Wikipédia, je me méfie quand même. Hein. 500 et 200 habitants, donc Saint-Pierre-sur-Orge, Saint-Martin-de-Connay et Vimarcey, qui sont en RPI et qui ont une problématique d'école. Il faut structurer l'école, il faut la restructurer, elle est en déliquescence, etc. L'école, là, dans leur projet, c'est une école. Et ils sont en fin de mandat. Et ils disent dans leur programme municipal, dans chacune des 3 communes, on fera une commune nouvelle après. Votez pour moi, on fera une commune nouvelle ensemble et on va faire l'école ensemble. Et ils le disent où? À Saint-Pierre-sur-Orge. Attention, hein, chaud. Ils ne disent pas on va faire des classes partout, machin, on va répartir, etc. Comme, voilà, le projet, il faut écrire un projet pour les élus étaient rationnels. Historiquement, Saint-Martin, vous avez 2 listes toutes les élections. Saint-Pierre-sur-Orge, vous avez 2 listes à toutes les élections. Et Vimarcey, il n'y en a qu'une parce que c'était tenu par un gars qui tenait la baraque. Et il y a eu unanimité, il n'y a eu qu'une seule liste à Saint-Pierre, qu'une seule liste à Saint-Martin, c'est ceux qui ont dit on y va. Il y a eu une seule liste à Vimarcey et 2 candidats, entre guillemets, esselés, entre guillemets, voilà, bon, c'est communes de moins de 1000 à l'époque, ils pouvaient, etc. Et en fait, il y a eu un accord total de la population et ils ont plutôt, même comme pour chez vous, créé une dynamique autour de l'école et ils ont eu des élus qui se sont intéressés au conseil municipal et qui ont constitué les listes en disant nous, on est parents d'élèves, on veut vivre sur notre territoire, on veut faire vivre notre école et on veut s'intéresser maintenant à la vie politique parce qu'on va faire quelque chose. Et à un moment donné, partout, si on ne fait rien, on ne s'intéresse pas à la vie politique, en tout cas pas pour être élu d'un conseil où c'est compliqué c'est compliqué la vie de maire hein, dans des communes de 500 habitants et la vie de conseil, hein, faire vivre un conseil. Vous le savez mieux que moi. Hein, donc voilà. Merci. Alors, je vais vous regarder si vous avez des questions. Je voulais juste vous préciser une chose qui n'a aucun rapport avec les communes nouvelles. C'est que là, il est 3h moins 5. On va voir d'ici peu qui va s'afficher sur les écrans les résultats de l'élection du nouveau président de l'AMF. Donc, sachez-le, si vous voyez quelque chose s'afficher, c'est prévu. C'est pas quelque chose qui a été piraté. Donc, comme ça, vous le saurez en direct. Donc, je voyais une main se lever, monsieur. Après, madame, promis, je vous donne la parole. On va vous donner un micro. Désinfecté, merci pour tout ce travail. Ouais. Oui, bonjour à vous tous et à vous tous. Donc ça, c'est une réunion que j'ai tellement envie. D'abord, merci, monsieur Jacques Pélissard. Vous avez été l'ambassadeur d'une France qui se réforme par le bas. Et ça, vous avez raconté des récits. C'est extraordinaire pour la République. Je pense que on est tous des maires engagés. Moi, j'ai 26 ans de mandat. Et on a fait une visio il n'y a pas longtemps. Et j'avais vraiment cette envie qu'on puisse échanger. Alors, bravo pour Évron, le festival de l'élevage. Qui ne connaît pas le festival d'élevage d'Évron et bravo pour ces territoires de montagne qui ont l'ANIA, qui se disent que voilà, c'est notre dernier combat, mais il faut qu'on le fasse ensemble parce qu'on a en héritage la République, on a en héritage un territoire et on a des responsabilités, on a un engagement. Nous, notre petite histoire, on est 8 communes qui étaient en communauté de communes historiques et on est regroupés maintenant à 17 000 habitants et on a fait Vire-Normandie. Et donc, ça a été assez facile pour le nom parce que c'était la ville qui était porteuse, comme Évron. Et puis Normandie, eh bien, parce qu'on a osé adosser la Normandie comme enjeu. Et c'est une belle image. Mais je peux dire qu'on est très fiers. On a ramé quand même parce qu'on était tous comment on allait la constituer, faire une charte. Et c'était quand même une séparation de notre façon de fonctionner historique. Donc, on avait quand même des fondamentaux à créer. Et on l'a fait quand même assez courageusement. Et puis, il y a un enjeu très fort qui est une très grande faiblesse. Moi, je suis responsable de la transition énergétique. Et j'ai quand même quelquefois des réunions à Paris et on est tous devant des problèmes d'ingénierie. Donc, si on n'a pas suffisamment une consistance de terreau d'ingénieurs et une base pour travailler, effectivement, comment porter des appels à manifestation d'intérêt. J'avais ici notre responsable des finances qui est devenu un élu et qui a fait porter 24 appels à manifestation d'intérêt. On les a tous réussis parce qu'on a été regroupés. Et il faut bien connaître, il faut avoir des bons indicateurs. On avait un document d'orientation budgétaire qui était
bien ficelé, où sont nos forces, nos faiblesses. Et donc, tout cela, je ne vais pas refaire l'histoire. Ma préoccupation, on a fait un conseil consultatif. Et ça, nous, on n'a pas eu trop le temps de faire toute la pédagogie. Donc, on l'a fait un peu au pied levé, entre des anciens élus, des nouveaux. Il faudrait peut-être faire du tirage au sort, j'en sais rien, mais tout ça, ça va être à travailler. Et l'autre préoccupation, et la fondamentale, c'est la représentativité de 2026. Si on rentre dans le droit commun, on va encore perdre des élus. Cette notion d'engagement, quand je vois des élus qui vous disent un mi-mandat, eh bien on arrête, mais c'est plus possible. Comment vous voulez construire un projet de territoire s'il n'y a pas l'envie, l'engagement dans la durée? C'est d'autres territoires qui vont apprendre la dynamique. Donc il y a une co-responsabilité à avoir là-dessus. Et puis, je salue l'engagement de tous les maires qui donnent de leur temps. C'est pour des budgets de fonctionnement quelque chose d'extraordinaire. Demain, il faudra payer des agents, mais ça sera une autre configuration au détriment de l'investissement. Donc voilà, et cette représentativité de 2026, il faut que dès qu'il y aura des élections présidentielles, ce soit quelque chose sur lequel on soit vraiment tous cohérents et en accord là-dessus, parce qu'on ne peut pas perdre des élus sur un territoire. À un moment donné, on peut se retrouver avec 36 élus, 450 adjoints, c'est irrationnel, quoi. Il y a un moment donné, c'était vraiment mon obligation. Mais merci pour la visio. Il y a eu des très bons échanges. Les retours d'expérience, on doit montrer aussi nos échecs. Et puis, attention, on est dans un territoire avec une EPCI à 48 000 habitants. Si on n'avait pas fait une commune nouvelle, la ville-centre devait faire plus de 15 000 habitants. Donc, on est la locomotive avec des wagons qui, après, prendront des compétences sur la mobilité, la compétence économique. Tout ça, on est dans une logique de territoire. C'est demain le territoire pertinent. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Philippe Chalopin, vous voulez réagir, ou Jean-Marc Vasse sur cette question des élus, du nombre d'élus? On va se répartir. Sur la question de 2026 de l'échéance, on le sait bien, et avec Jacques Pélissard, on l'avait déjà regardé, il nous faut nous battre sur la possibilité de disposer d'un statut de type particulier. Ça existe, c'est pas inconstitutionnel, on l'a fait vérifier par Géraldine Chavrier. Il faut arriver à faire passer ce message qu'une commune nouvelle, ça n'est pas et ça ne sera pas une commune ordinaire. Hein, pour l'instant, on a une ministre qui dit ah ouais, période transitoire, on vous a allongé la période transitoire, on veut bien continuer. Non, il faut obtenir le statut de commune de type particulier. Oui, tout à fait. Donc, je salue aussi M. Pélissard parce que le travail qui a été fait par vous, l'initiative de l'AMF, a permis de rendre possible nos communes nouvelles. Pour rebondir, rappelons qu'un élu, ça ne coûte rien. Un conseiller municipal, ça ne coûte rien. Et je ne comprends pas la position de l'État qui consiste à dire vous êtes une commune, voilà, comme tout le monde. Bah oui, comme tout le monde, mais on est une commune à statut particulier. Sur les conseils consultatifs, il est vraiment important parce qu'il faut anticiper qu'à un moment donné, effectivement, le nombre d'élus soit réduit. Le conseil consultatif, c'est un moyen d'ancrer la commune nouvelle dans le territoire. Après, il y a différents modes. Nous, sur Beaugency-en-Anjou, on a descendu, on était 155, enfin 200, plus de 200 conseillers. Aujourd'hui, nous sommes 53 et on a utilisé en fait le conseil consultatif pour dire aux élus qui s'arrêtaient faute de place, continuer à travailler. Et en fait, ces élus-là sont toujours là. On a vu aussi arriver des jeunes qui se disent tiens, moi je ne veux pas trop m'engager parce que conseiller municipal, c'est des responsabilités, mais par contre, je veux bien donner un coup de main. Et on a vu aussi des gens venir du monde associatif. Donc ça peut permettre, et puis ça peut aussi permettre de faire la place aussi à l'opposition. Aussi, il ne faut pas l'oublier dans la démarche. Donc moi, les conseils consultatifs, je pense que c'est un bel outil. Par contre, il faut poser la règle dès le début. C'est quoi un conseil consultatif? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Et puis, nous, on a imposé une règle qui consiste à dire, si vous êtes conseiller consultatif, vous êtes obligatoirement dans une commission municipale. Vous êtes dans la voirie, par exemple, et la voirie, c'est l'ensemble de la commune. Ce n'est pas que la voirie sur votre commune de Montpaulin. C'est transversal. Et ça a permis, si vous voulez, au conseil consultatif d'avoir une vision globale. Et on voit que, alors bien sûr, ils s'occupent de l'animation dans la commune, les petites choses, le fleurissement, etc., qui pour eux est aussi important, mais ils ont une vision
globale. Et donc ça, c'est important. Mais je pense que la commune nouvelle, sans conseil consultatif, ou vous les appelez comme vous voulez, ou comité consultatif, ça aura du mal à fonctionner. Parce que gérer une commune de 12 000 habitants, gérer, et alors, en plus en termes d'étendue, on a 26 000 hectares, donc c'est 40 km². En termes de superficie, c'est la 6e commune de la superficie en France. C'est devant Marseille et Paris. Alors, je peux vous dire que, alors, je dis ça, ça fait sourire, mais sur le terrain, il faut qu'il y ait des points d'entrée, il faut qu'il y ait des points de relais, quoi. Et les conseillers consultatifs sont des points de relais qui sont essentiels. Mais il faut se battre pour qu'on garde un peu plus d'élus, parce que c'est vrai qu'à force de réduire, on va tomber, nous, à 35. C'est compliqué. Merci. Je ne vous oublie pas, madame, il y avait monsieur derrière, et promis, je vous donne la parole après. On va vous donner le micro. Donc, je vous demande de vous présenter. Bien entendu, Olivier de Conillou, je suis maire d'une commune à la fois rurale et littorale de Seine-Maritime, Sainte-Marguerite-sur-Mer. La question que je me pose, c'est effectivement de travailler avec des communes voisines, sauf que nous ne sommes pas tous dans la même intercommunalité. Donc, votre question, c'est de savoir si c'est possible de créer une commune nouvelle avec, avec des communes qui viennent d'intercommunalités différentes. Pour tout vous dire, au niveau du SM Vos, nous sommes 4 communes qui sont dans 3 intercommunalités. Ce qui est très facile pour le transport qui, lui, dépend de l'interco. Philippe Chalopin, vous dites que c'est oui, possible. Très rapidement, c'est possible. Simplement, il faudra que la commune nouvelle choisisse à un moment donné une intercommunalité. Alors, sauf si vous faites comme dirait Madame Gattel, une communauté, où là, effectivement, vous pourriez... Alors, il faut atteindre un seuil d'habitants. Je ne sais pas combien vous seriez d'habitants. Ça ne serait pas possible. Mais au total, entre 2 et 3 000. Ben, c'est bien. C'est parfait. Non, mais il faudra que vous choisissiez effectivement une communauté de communes d'appartenance, mais c'est possible. Alors, ça obligera à interroger les communautés de communes de chaque en question pour ce qu'elles donnent un avis, puis vous choisirez. Mais il y a des règles. Enfin, vous choisirez. Ça vous sera imposé en fonction du nombre d'habitants. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de difficulté là-dessus. C'est même aussi possible. Alors, c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on n'est pas sur le même département. Ça se fait, mais c'est compliqué. On l'a vécu, nous, en Anjou, c'est un peu compliqué, quoi, avec une commune nouvelle qui s'est faite, qui est sur l'Anjou, mais qui adhère à une communauté de communes, effectivement, qui est en Loire-Atlantique. Donc, voilà. Mais ça peut fonctionner, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Merci, madame. Oui, bonjour. On vous a donné le micro, parfait. Oui, c'est fait, merci. Une question, moi aussi, très pratique, avec une particularité. Donc, je suis maire de la ville-centre, on va dire, d'une ville de 20 000 habitants, avec 8 communes associées. Je dis associées parce que, voilà, de 71, qui sont donc passées des communes déléguées. Nous avons des conseils consultatifs, mais ce sont maintenant des communes déléguées. Et nous avons 2 nouvelles communes qui souhaiteraient se joindre à nous. Donc, nous passerions en commune nouvelle, mais a priori, c'est là que je voudrais avoir une certitude, les maires délégués que j'ai actuellement, en fait, on passera en fusion simple. Donc, il n'y aurait plus de maires délégués, j'aurais que les 2 nouvelles communes qui seraient maires délégués. Je voudrais avoir une certitude là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est lorsqu'on a déjà des communes déléguées et qu'on devient commune nouvelle ? Oui, alors c'est peut-être particulier, mais M. Pélissard avait œuvré. Nous, on s'est retrouvé dans cette situation-là. Alors peut-être que là, c'est un peu particulier, il faut regarder, mais on avait fait une première commune nouvelle à 5. Et les 10 autres ont voulu faire une commune nouvelle avec nous. Donc on a commencé à réfléchir, et c'est vrai qu'à l'état actuel des textes, à l'époque, les maires des 5 premières communes déléguées appartenaient qu'à une seule commune. Et donc le préfet nous disait, attention, il n'y aura qu'un seul maire délégué, c'est pas possible. Et grâce à M. Pélissard, on a pu garder l'antériorité. Alors après, il faut regarder, parce que vous êtes en commune associée à l'origine, donc normalement, elles ont le statut de commune déléguée. Bon, dans l'absolu, ça doit fonctionner, mais il faut qu'on regarde. Mais oui, c'est un vrai souci. Mais la loi de M. Pélissard avait permis de régler la difficulté et de retrouver en fait les communes historiques, le temps de faire la commune nouvelle et de garder une commune déléguée. Merci. Oui, monsieur, vous n'êtes pas loin pour le micro. Merci. Oui, dans le cas d'Evron qui m'intéressait, on a à l'évidence une commune prépondérante et des petites communes. Est-ce que les différences de fiscalité étaient un obstacle et comment vous avez pu le surmonter ?
Je suis confronté à ça dans le blocage dans mon territoire. Et je ne vais pas vous aider parce que non, nous n'avions pas de gros écart de fiscalité. Le gros écart de fiscalité chez nous tient aux bases et non pas aux taux. Donc en fait, on avait des taux qui appartenaient à l'ancienne interco. Donc en fait, dans une même interco, souvent on se retrouve avec des TH et des TF qui sont en cohérence, on va dire. Et donc on avait des taux équivalents, mais des bases qui sont effectivement très différentes. Donc vous payez toujours plus d'impôts à Évron, commune historique, qu'à Châtres-la-Forêt ou à Saint-Christophe, parce que les bases ne se réactualisent pas. Et donc ça par contre, ça inquiétait beaucoup les habitants, hein. Ils ont dit, ah, de toute façon, vous allez voir, ils vont nous remettre les bases derrière. C'est un tel bazar de remettre des bases que de toute façon, personne ne le fait. Et alors ça me fait dire, c'est un tel bazar de dire on obligera les gens à avoir tant de communes. Aucun candidat à la présidentielle n'a jusqu'à présent dit peut-être ce qu'il pensait, mais aucun ne l'a dit, hein. Le coup des 7000 communes, etc. Ça a été écrit plein de fois, mais jamais quelqu'un a fait comme promesse de réduire à tant ou tant de communes le truc, hein. Il y a eu des écrits ça serait en un 2015, suicide, je pense. Ah bah, ou alors ça a été le suicide, mais ça n'a pas été retenu devant tout le monde. Mais il y a eu plein d'écrits, hein. Moi, j'en ai vu. La loi NOTRe en particulier, on s'est demandé si on allait aller jusque-là dans les écritures. J'ai posé la question, parce que Jean Arthuis, chez nous, s'occupe un peu de la question et a quelques oreilles. En tout cas, il espère en avoir, je lui souhaite, hein, mais en tout cas, il travaille sur ces sujets-là. Et manifestement, il n'y a pas du tout Enfin, c'est pas du tout dans l'air du temps. Pour le coup, pour le dire, du candidat principal du moment, celui qui est en poste, de s'attaquer à ça. Et j'ai encore discuté avec un ministre de ça il n'y a pas très longtemps. Ils ne veulent pas entendre parler de mettre le bazar dans un truc où la liberté de faire aujourd'hui, s'il y a du mouvement. Moi, ce que je crains plus, je le dis comme je pense, c'est qu'effectivement les questions de fiscalité ou en tout cas les questions de dotation, et j'aimerais pas que ce soit ça, rendent entre guillemets obligatoire ou inéluctable ce type de choses. Quand l'impôt est recentralisé, quand la dotation dépend de critères qui ne dépendent plus du maire localement, quand la subsistance de la commune ne dépend plus du maire localement, et ben, en fait, on peut interagir sur le devenir des communes par d'autres biais. Et c'est ce qu'on craint tous, hein, voilà. Et on est tous contre ça de façon unanimitaire au sein de l'AMF. Mais voilà, la crainte, elle est vraiment là. Voilà. Alors, vous l'aviez vu ou vous écrit Je ne l'avais pas lu assez. J'aurais dû m'appliquer. Alors, je ne l'avais pas vu écrit. Il a dû mettre des conditions. Mais c'est du pain, on va dire, c'est une autre époque. Est-ce que... Voilà. Oui, monsieur. Donc, je me présente, Frédéric Chenevier, je suis maire d'une commune de 1400 habitants dans la Drôme qui s'appelle Andan-7. Et donc, avec les voisins, nous avons déjà les associations sportives, elles sont intercommunales. Nous mutualisons également tout ce qui est bâtiments sportifs. Nous faisons partie de la même interco. Mais par contre, vous m'avez donné un petit peu la réponse, nous sommes sur 2 départements. C'est possible quand même? Voilà, c'était une dans la Drôme et l'autre dans l'Ardèche. Nous sommes simplement séparés par le petit fleuve qui passe par le Rhône. Voilà, le fleuve Rhône. D'accord. Donc, nous pouvons continuer à travailler. Il faudra simplement l'accord du département Merci. Qui perd une commune, en fait. Mais voilà, à partir du moment où il y a la volonté des élus... On a eu le cas en Anjou et dans les deux sens. On a perdu une commune, on en a récupéré une autre. Donc voilà. Merci. Avant d'attaquer la seconde table ronde, je regarde s'il y a encore peut-être une dernière question. Je regarde derrière moi parce que comme je ne vois pas, non. Alors, avant pas sur le nombre de communes, mais oui. Attendez, on va vous donner le micro parce qu'on ne vous entend pas bien, même si la salle n'est pas immense. J'ai entendu que des points positifs. Quel est le point négatif dans une nouvelle commune? Voilà. Est-ce qu'il y a un point négatif que vous avez découvert lors de la création de ces nouvelles communes? Vous avez perdu le micro? Non, mais je comprends, vous avez raison, hein. On ne veut pas dresser non plus un monde merveilleux, tout va bien. On parlait tout à l'heure. Dans tout changement, il y a forcément du plus et du moins. Alors, honnêtement, les plus écrasent les moins, là, en l'occurrence, mais la difficulté que moi j'ai vécue, qu'on a vécu dans notre commune, ou que certains ont pu vivre, c'est d'avoir une commune très administrée et d'autres communes qui ne l'étaient pas du tout. En gros, aller acheter un paquet de clous chez Bricomarché avec la carte ou les sous de la secrétaire de mairie ou de l'agent de ville parce qu'il pouvait le faire, etc. Bah oui, c'est fini, quoi. Tu arrives dans une structure, il y a eu machin, tu t'amuses pas. Enfin voilà, c'est pas le même jeu, quoi. Donc il y a quelques règles comme ça qui ont été des points et qui ont été des points. Alors on le dit avant et on le résout après.
mais quand on le vit, c'est pas forcément que facile. Et donc, effectivement, voilà, il y a des schémas, des niveaux d'organisation qui se mettent en place. On dit qu'ils se mettent en place pour le meilleur, mais quand ça se fait et ça ne dure pas que le jour où on signe, il faut, il y a ce changement de paradigme pour certains qui doit être dans cette adaptation-là. Oui, on vous amène le micro. Dernière, parce qu'après, il faut vraiment qu'on avance. Ah. Allez-y, rapidement. Bonjour, très rapide. Je suis l'ancien maire de Saint-Sébastien, commune de Châtel-en-Trièves. Dans les points négatifs, enfin en tout cas moi je le juge comme négatif, c'est que dans notre communauté de communes, nous avions 2 voies, c'est un système particulier. Peut-être que notre Comcom n'est pas comme toutes les autres, c'est une petite communauté de communes, hein. Fanny pourrait en parler. Et aujourd'hui, on n'a plus qu'un délégué. Et c'est pas très terrible. Là aussi, il y aurait quelque chose à faire. Oui, ça peut être le paradoxe, parce qu'on disait tout à l'heure, la commune nouvelle permet de plus peser dans l'interco, mais en même temps avec moins d'élus. C'est un petit peu ce que je voulais confirmer, c'est-à-dire que ce n'est pas tant au bout du compte le nombre d'élus qui fait le poids. En tout cas, c'est le constat que je fais au niveau de l'interco où je suis. Et par rapport aux points négatifs, on entame notre 5e année de commune nouvelle. On fait régulièrement le bilan. Ben, on n'a pas réussi aujourd'hui à trouver des points négatifs. C'est-à-dire ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé. Bah oui, on essaie de se dire, comme au départ, on pose les choses, quel serait le pour, quel serait le contre. Et aujourd'hui, après 5 années, on constate que ça crée une dynamique. Alors, je voulais donner un tout petit exemple de la dynamique que ça crée. Il n'y a pas très longtemps, une habitante veut vendre sa maison. Donc, elle l'a fait évaluer. Et puis, l'évaluation qu'elle a est supérieure à ce qu'elle croyait. Et là, la réponse que lui a fait l'agence immobilière, elle lui dit « Mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes dans une commune dynamique. » Et rien que le terme de commune nouvelle de Valsonnette en fait aussi une commune dynamique. Voilà. Les agents immobiliers vont devenir des promoteurs de la commune nouvelle. Oui, madame, une question? On va vous donner le micro. Ce n'est pas vraiment une question. Bonjour, Geneviève Cocro, maire de Segré-en-Anjou-Bleu. Nouvelle commune depuis 2017, 15 communes. Donc, on a aujourd'hui un conseil municipal de 69. Ce n'est pas un problème, on fait avec. Moi, j'ai 2 points. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il faut, et je rejoins Philippe Chalopin, que je connais, avoir un statut particulier pour 2 raisons essentielles. Et ce n'est pas vraiment des points négatifs, mais il faut vraiment qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus. Le premier, c'est la gouvernance, parce que nous sommes 69 aujourd'hui chez moi, mais on sera 33, 35 au prochain mandat. Donc, quid des conseillers? Moi, j'ai un territoire qui est très grand. Alors, si je ne suis pas le 6e, je suis le 7e. Enfin, c'est très grand. Ce qui veut dire que les conseillers, on les fait venir, on les déplace de beaucoup plus loin. Donc, moi, j'ai une requête pour ça. Je trouve qu'on devrait indemniser, avoir le droit d'indemniser tous les conseillers. Et aujourd'hui, moi, je représente une commune de 18 500. Et vous savez très bien qu'il n'y a que le maire, ses adjoints, donc les maires délégués, puisqu'on a conservé 15 maires délégués, qui sont indemnisés, voire des conseillers délégués, mais que les autres ne le sont pas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la gestion de notre patrimoine. Et là, je pense que Philippe va me regarder, il va me dire « Mon Dieu, elle va aller sur la question ». Eh bien oui, en 2 mots, je vais vous la faire. Le patrimoine, alors c'est pas grave, on a des équipements différents et tout. Mais on a surtout nos bâtiments cultuels. J'ai 17 églises et 11 chapelles. Donc, je vais vous dire que si avant les communes historiques, leur budget ne leur a jamais permis d'entretenir, de faire des travaux, de garder, de conserver ce patrimoine, eh bien aujourd'hui, mon problème, il est multiplié par 17 et 11 chapelles que je n'oublie pas. Et c'est là où je pense... Donc moi, pour moi, les points négatifs, il n'y en a pas vraiment. Sauf que
Je pense que les communes nouvelles, surtout quand il y a beaucoup de communes, moi j'en ai quand même 15, hein, eh bien, il faut qu'on ait un statut particulier. Parce que peut-être que ce Grand Anjou bleu ne dit rien pour personne. Pourtant, on a fait la une des journaux avec des histoires d'églises, puisqu'il y en a qui sont arrêtés de péril, enfin, qui sont sous arrêté de péril. Et on a commencé à me dire, moi, nouvelle maire depuis 2020, que j'allais démolir. Alors d'abord, je n'ai jamais dit que j'allais démolir quoi que ce soit, mais il va falloir surtout que je trouve des budgets pour remettre en état et conserver. Alors moi, je veux bien conserver le patrimoine parce que j'adore le patrimoine, mais alors, donnez-moi les moyens. Donc, statut particulier. Voilà, je n'avais pas d'autres points négatifs. Merci, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément d'avoir 17 Juste, même avec cette commune, on souscrit, enfin j'ai des collègues qui sont là, ouais, donc en tout cas, statut particulier, c'est clair. Il y a quand même un sujet, c'est le non-respect des formes et les éventuels recours. Et on a un collègue, le maire de Rive-en-Seine, qui est là, qui pourrait témoigner aussi. Alors, je ne sais pas si c'est des points négatifs. En tout cas, c'est des gros risques. Est-ce qu'on peut donner un micro à Bastien Corriton? Merci. Merci. Bastien Corriton, donc maire de Rive-en-Seine, en Seine-Maritime, qui regroupe Côte-Bec-en-Caux, Villequier et Saint-Vendry-Rançon, avec une belle abbaye, et où Victor Hugo a malheureusement perdu sa fille sur la Seine. 4200 habitants, donc on a fusionné le 1er janvier 2016. Alors, je partage assez ce qui a été dit. Alors, les églises, enfin, voilà, moi j'ai 5 églises, une chapelle pour 3 communes, c'est pas mal non plus. Les difficultés parfois administratives, en effet, sur les changements de procédure et de méthode, où parfois ça a été